Avant de nous pencher sur l'exemple de l'opération de promotion touristique mauricienne, qu'on a déjà abordé tout à l'heure, mais ici, on va se focaliser sur celle qui est incarnée par le sœur Gaëtan Duval. Je pense qu'il convient de préciser ce que nous entendons par culture populaire. On a déjà abordé, bien sûr, hier et aujourd'hui, mais une notion qui prête à confusion. Donc, pour schématiser, il y a deux approches. Une première qui associe culture populaire à culture de masse, industrielle, préfabriquée et hautement médiatisée, et de ce fait considérée comme abrutissante. En allemand, on dirait Massenverblödung. Elle est opposée à la culture dite cultivée ou canonisée, souvent définie selon des critères esthétiques sur base de distinctions sociales. On a parlé des salons bourgeois, par exemple. Une deuxième approche essaye, souvent sur un mode défensif, de légitimer l'intérêt universitaire pour la culture populaire en insistant sur son potentiel subversif et oppositionnel. Et ça, on a eu beaucoup d'exemples dans ces récentes conférences en culture populaire qui renvoient vers une culture militante, ouvrière, du petit peuple, socialement marginalisé. Mais c'est peut-être, ça se recoupe un peu, mais c'est aussi différent d'une culture folklorique, traditionnelle, perçue comme authentique et menacée par l'institutionnalisation et la récupération commerciale. Donc, on a eu des exemples également. Ici, nous proposons de dépasser un peu cette dichotomie en nous appuyant sur Michel de Certeau et ses co-auteurs qui, dans un essai de 1970, donc en plein milieu de la période d'analyse, un essai qui est intitulé « La beauté du mort, le concept de culture populaire », qui essaie de montrer que la culture populaire ne peut être saisie vraiment de l'extérieur de nous, ou du ministère, par exemple, paradoxalement uniquement dans deux cas de figure, lorsqu'elle est interdite, censurée, ou alors lorsqu'elle est récupérée, instrumentalisée. Je cite ici, la culture populaire suppose une opération qui ne s'avoue pas. Il a fallu qu'elle fût censurée pour être étudiée. Elle est devenue alors un objet d'intérêt parce que son danger était éliminé. La culture populaire ne se saisit que sur le mode de la disparition. Le domaine populaire n'existe pas encore parce que nous sommes incapables d'en parler sans faire qu'il n'existe plus. Sorte de paradoxe. De Certeau, Julia et Revel mettent ici en évidence une opération aujourd'hui beaucoup discutée dans les cas de figure, par exemple dans le contexte de la patrimonialisation, ou encore, et on vient d'en parler, l'appropriation culturelle. Une culture populaire spécifique, par exemple des danses, des chants traditionnels, des costumes, des mets culinaires, des produits artisanaux, sont médiatisés et industrialisés, deviennent ainsi culture de masse, perdent la vitalité, mais gagnent en appréciation esthétique. Et c'est toute l'ambivalence de cette opération et dans le titre, la beauté du mort. Alors, grande question, est-ce que vraiment le pouvoir de résistance s'éclipse en devenant culture de masse? Ceci est nié par les études de la popular culture. Et en anglais, en fait, le terme ne s'oppose pas du tout à culture de masse. Son analyse cherche plutôt à mettre en évidence les relations de pouvoir, les mécanismes de reconnaissance et de rejet. Et en allemand aussi, populaire Kultur, contrairement à peut-être à culture populaire en français, où le populaire, on a vu, c'est théâtre populaire, c'est les quartiers populaires, c'est le petit peuple en quelque sorte. En allemand, populaire Kultur se réfère à un ensemble hétéroclite de pratiques et de formes d'expression qui résultent, comme le formule Dietmar Hüser, je cite, de négociations permanentes entre l'industrie, les producteurs, les artistes, les médias et les publics sur ce qui y appartient et ce qui n'y appartient pas.
D'après Hüser, la populaire culture est intrinsèquement politique ou politisée et joue ainsi un rôle dans les changements sociétaux, notamment qui marquent les années 60. Soit parce qu'elle choque les gardiens de la morale publique, sans que ce soit nécessairement son intention, c'est la Fremdpolitisierung, soit parce qu'elle offre vraiment une critique sociale explicite, si on pense au rock'n'roll par exemple, Selbstpolitisierung, soit encore parce que implicitement, même dans des contenus tout à fait ordinaires, il prône l'individualisation, la force des émotions et ouvre des horizons. Je ne sais pas si c'est le cas pour le Sega, mais on pourrait en discuter. C'est la Habitus-Politisierung. Et de plus, Hüser dit, cette appropriation, même si elle se fait à un niveau local, elle est toujours empreinte d'influence globale. Donc, cette dimension politique de la culture populaire ne nous doit pas faire oublier qu'elle peut aussi, bien sûr, être récupérée, instrumentalisée à des fins politiques pour nation building ou nation branding, stabiliser un pays et une économie. Et donc, dans notre titre, on a mis le terme de diplomatie culturelle. La diplomatie culturelle est partie intégrante de la promotion touristique, si ce n'est l'inverse. Si on a tendance à penser diplomatie culturelle, des accords, des institutions interétatiques, c'est un volet de la politique étrangère en fait, l'État n'est pas le seul acteur impliqué dans cette quête du, comme le formule Marie-Christine Kessler, pouvoir d'attraction et d'influence. Je cite, « Une politique culturelle extérieure a pour destinataire des publics étrangers qu'elle cherche à séduire, influencer, attirer par des moyens divers. » La palette d'intervention potentielle est large, car le mot culture est flou. Ces vecteurs sont diversifiés, notamment l'audiovisuel, la presse, Internet et aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est un soft power dans lequel excellait, comme on le verra, Sir Gaëtan Duval, le ministre du Tourisme et des Affaires étrangères de la République de Maurice. Et avant de passer la parole à Sonia Malzner, je voudrais juste encore partager un écho de la presse luxembourgeoise, un des rares échos sur la politique mauricienne, qui met en évidence une conséquence de cette opération de séduction, une nouvelle dépendance économique. Alors, intitulé Mauritius am Kreuzweg, Maurice à la croisée des chemins, publié 2 mois après les émeutes de Soweto, qui avaient entraîné la mort de centaines d'écoliers et de manifestants le 16-17 juin 1976, et la mise en œuvre de sanctions internationales contre le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud. Cet article, dans un journal catholique du 14 août, donne la parole à Duval, qui est désormais meneur de l'opposition. Il avertit des conséquences économiques néfastes pour Maurice si le pays cède aux conditions de l'Organisation de l'Unité africaine, dont le 13e sommet s'était tenu à Port-Louis en juillet 1976. Donc, condition à savoir l'injonction de rompre avec les investisseurs sud-africains et pour Air Mauritius de ne plus desservir les aéroports de Johannesburg et de Durban. Duval défend les relations illicites de la République de Maurice avec l'Afrique du Sud d'un ton désinvolte et fait remarquer, je cite, « Si on est heureux avec sa maîtresse, on n'invite pas sa belle-mère à la maison. » La belle-mère étant les leaders des pays africains, invités au sommet, et la maîtresse, l'Afrique du Sud. Un beau mot qui révèle tant la volonté de s'affranchir de toutes sortes de tutelles que le dilemme économique réel auquel faisait face Maurice. L'État nouveau-né mauricien, entièrement dépendant de l'industrie sucrière et surpeuplée, mise dès le début, nous sommes en 1968, sur la diversification de ses activités économiques, notamment le textile, une zone franche et le tourisme. L'architecte de cette filière est Gaëtan Duval, plus tard Sir Gaëtan Duval, avocat,
Lord Mayor de la capitale Port-Louis et leader de l'opposition social-démocrate anti-indépendantiste. Mais dès 1969, l'enfant terrible de la scène politique mauricienne devient ministre des Affaires étrangères, comme si on l'avait déjà évoqué, et ministre du Tourisme, ayant engagé son parti dans un gouvernement d'unité nationale avec le parti travailliste Sir Sevosagoram Ghulam, le Premier ministre. Voici quelques images qui témoignent de son parcours, de son extravagance et de sa popularité à Maurice, ce qui lui a valu le surnom « le roi créole ». On voit ici, en tant que jeune leader de l'opposition, en haut à gauche, on le voit dans sa voiture avec les jeunes des quartiers, extrait d'un film du journaliste, écrivain et chroniqueur Alain Gordon-Chanty, je vais revenir sur lui. On le voit déguisé en Napoléon lors d'un carnaval. Et oui, dans des bains de foule. Et finalement, on voit une photo de ses funérailles le 7 mai 1996. Quand le quotidien mauricien L'Express titulait « Le dernier bain de foule de Sir Gaëtan Duval ». À côté des campagnes marketing de l'Office de tourisme, Gaëtan Duval mène sa propre stratégie promotionnelle. Il s'autoproclame le principal promoteur de la destination touristique Maurice en misant sur la popularité, sur sa propre renommée en tant que personnalité politique excentrique, et sur ses contacts avec les célébrités du monde du spectacle européen et sud-africain, afin de susciter un intérêt à large portée pour Maurice dans les médias de masse de ces régions, pour conférer à la destination Maurice une touche de luxe et d'exclusivité, ce que Géraldine nous a déjà évoqué. Et c'est précisément cette image qui caractérise l'île encore à ce jour. C'est grâce à cette image que Maurice a réussi à se démarquer d'autres destinations balnéaires tropicales. Je voudrais maintenant exposer quelques exemples de cette stratégie Duval, comme on l'appelle Gordon-Chanty, pour démontrer comment le ministre du Tourisme et des Affaires étrangères utilisait les médias de masse pour poursuivre ses objectifs principaux, mettre sur les rails l'industrie du tourisme, renforcer la cohésion sociale et forger une identité mauricienne, tout en gardant le contact avec le monde occidental. Premièrement, en tant qu'homme d'État, Duval invite des personnalités, avec Sir Ghulam, bien sûr, de renommée mondiale, provenant des 4 coins du globe, pour afficher présence dans les médias mondiaux et pour positionner Maurice en tant que partenaire politique pour l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Bref, je cite encore Alain Gordon-Chanty, pour mettre Maurice sur la carte du monde. J'ai mis quelques exemples, j'ai mis des photos avec des politiciens français, et j'ai mis 2 photos avec Senior, qui est, selon des sources, venu plusieurs fois à Maurice et apparemment était aussi ami de Gaëtan Duval. Certaines photos témoignent de l'extravagance dont Duval fait preuve, même lors des réceptions officielles. Ainsi, il vole quasiment la vedette, même à la reine d'Angleterre, avec un costume en rouge vif. Et lors de la première visite d'État de la première ministre indienne Indira Gandhi, en juin 1970, le Lord Mayor de la capitale se présente dans son ensemble en fourrure, évoquant une tenue de tsar. Certaines de ces photos officielles sont ensuite réutilisées pour la promotion touristique, comme par exemple dans un beau livre bilingue, anglais-français, édité en France et destiné à un public international. Le livre se trouve dans la vitrine dans l'expo à la BU. La photo avec Indira Gandhi y figure en tant que frontispice. Le livre s'adresse explicitement aux futurs touristes, décrivant les hôtels de luxe, une infrastructure impeccable et des activités sportives exclusives
comme la pêche en haute mer. Le troisième volet, et probablement le plus crucial de la stratégie Duval, était d'attirer les célébrités du monde du spectacle. Cette démarche avait 3 objectifs clés. Premier objectif, attirer ces célébrités en tant que clients et investisseurs, car la présence des stars suscite l'intérêt d'autres célébrités. Ce phénomène transforme Maurice rapidement en une destination touristique mythique, synonyme de luxe et d'exclusivité, devenant ainsi « the place to be ». Prenons l'exemple de Stéphanie de Monaco, qui a tourné le vidéoclip pour Ouragan à l'île Maurice et a même interprété un Sega mauricien en 1986. Preuve que ce destination branding du début des années 70 a encore porté ses fruits auprès de la génération suivante. Donc on voit Stéphanie de Monaco au milieu et avant, les décades avant, Duval avec Miu Miu, l'actrice, et lors d'une fête d'anniversaire avec Johnny Hallyday. Deuxième objectif, faire de la promotion croisée avec ces célébrités, c'est-à-dire tirer profit de ces stars pour promouvoir le tourisme mauricien tout en leur offrant une mise en scène exotique et luxueuse pour leur autopromotion. La star est l'incarnation de l'extra-quotidien. Et c'est pourquoi elle convient particulièrement à promouvoir une destination touristique, car le désir d'évasion du quotidien est précisément l'élément fondamental de la pratique touristique moderne. De plus, le fan désire connaître et de posséder autant que possible de la star. Ce désir s'étend à la fois au film, la musique et à la facette privée de la star. Un effet qui est exploité de manière remarquable dans les cas de la destination Maurice. Selon Morgan Pitchett & Pride, la clé de la création de la marque d'une destination touristique réside dans le développement d'un lien émotionnel avec les touristes et, ajouterions-nous, les lecteurs et les lectrices, spectateurs et spectatrices que cette destination fait rêver. Et le lien émotionnel que Duval tente d'établir comporte même 2 dimensions, comme 2 fils entrelacés. Le désir de profiter du soleil et de la plage dans un cadre exotique et le rêve d'approcher les grandes stars du cinéma et de la musique. Il s'agit de créer l'illusion de pouvoir partager la vie des célébrités, de les rencontrer en toute intimité lors de leurs vacances. Et finalement, troisième objectif, pour nouer encore plus fort le lien entre l'image de marque Maurice et l'image de marque Duval. Grâce à sa personnalité éblouissante de playboy vedette, le ministre incarne le sentiment de glamour et de luxe. Il personnifie la fusion entre la politique et la culture populaire. Dans le domaine du tourisme, on parle d'une brand personality, c'est-à-dire les caractéristiques humaines attribuées à une destination par le marketing et les touristes. Duval pousse ce concept à l'extrême, en promouvant Maurice comme Duval. Le meilleur moment de venir à Maurice, vous savez c'est quand? Mais quand je suis là, dit-il dans une émission télé française. On comprend, Maurice, c'est moi. Je voudrais illustrer ces propos avec 2 exemples du showbiz francophone et germanophone, notamment Brigitte Bardot et Kurt Jürgens. Les 2 stars séjournent à l'île Maurice au même moment, en 1972. Dans son documentaire allemand, j'y reviendrai, on vient bien les 2 descendre du même avion et il existe une photo qui montre tous les 3, Duval, Bardot et Jürgens. À l'exemple du reportage Brigitte à l'île Maurice, paru le 13 mars 1973 dans le magazine Jour de France, ainsi que 2 autres photographies de son séjour, je voudrais rapidement démontrer comment quelques photos seulement peuvent créer une destination de rêve encore inaccessible à la plupart des lectrices françaises. La couverture du magazine nous transporte dans un monde exotique et enchanteur sur fond de décor colonial. Un univers de rêve en rouge et en or
où bébé danse entouré de jeunes filles en costume traditionnel indien. Le motif colonial se poursuit dans les deux images d'en bas. L'une d'elles, selon le texte d'accompagnement, rend hommage à Paul et Virginie. On raconte que Brigitte Bardot joue à Paul et Virginie avec son nouveau fiancé dans le jardin de Pamplemousse, réputé comme étant le plus beau jardin du monde, où se trouve, selon la légende, la sépulture de Virginie, cultivant ainsi l'image de paradis terrestre de l'île Maurice. Par ailleurs, la romantisation coloniale atteint son paroxysme dans cette photo juste à côté. La séduisante bébé s'est fait servir sur la véranda de la villa coloniale par un employé noir. Un autre se tient en arrière-plan, prête à intervenir à tout moment. Tandis que la table richement dressée propose cocktails et fruits exotiques, symbole de l'abondance. Les deux photos en haut nous emmènent dans le monde contemporain où l'érotisme prend le dessus. Le ministre se présente sur les photos comme un hôte charmant, séduisant et festif. Et Brigitte Bardot profite de son séjour pour promouvoir sa propre image de marque en tant que mannequin de maillots de bain et de vêtements de plage. Kurt Jürgens. À l'adresse du monde germanophone, l'acteur vieillissant mais toujours séduisant, Kurt Jürgens accepte en 1972 l'invitation et pose avec sa femme de l'époque, Simone, pour les caméras à l'île Maurice. Une production de la ARD, la première chaîne de télé allemande, intitulée L'île Maurice en route vers une destination touristique, sur les vacances du couple Jürgens, est diffusée le 2 décembre 1972 dans l'émission Mobile, un programme de famille du samedi après-midi animé par Michael Schanze. La partie principale du reportage commence avec l'arrivée d'un avion Air France, à bord duquel Kurt Jürgens et sa femme Simone, de nombreux journalistes et équipes de tournage, ainsi que Brigitte Bardot débarquent. Ils sont accueillis par un ministre des Affaires étrangères, Gaëtan Duval, rayonnant, vêtu d'une tenue en jean et de bottes de cow-boy. Le célèbre photographe Benno Wunshammer est également de la partie et ces séances photos avec le couple Jürgens sont ensuite largement documentées. Toutes les prises de vue sont réalisées sur la plage de Balaclava, l'emplacement futur d'un hôtel de luxe, le Maritime. Kurt Jürgens et sa femme Simone y sont explicitement mis en avant en tant qu'ambassadeurs de la destination, en particulier de ce projet hôtelier. Il ne se compte pas de poser pour les photographes, mais manifeste un intérêt personnel pour le produit. En effet, quelques mois plus tard, un article paru dans le Stern révèle que Kurt Jürgens a acheté un terrain et a investi dans le projet hôtelier. D'ailleurs, on annonce aussi, ich lasse mich scheiden, qu'il est en train en divorce. Voilà, de Simone, qu'on voyait sur les autres photos. Dans le reportage télévisé, le projet hôtelier est au centre de l'intérêt. Ce n'est pas encore une destination touristique courante avec des brochures disponibles dans les agences de voyage, commente le reporter, mais l'année prochaine, un hôtel de plage sera construit dans la baie sauvage de Balaclava, attirant un nouveau groupe d'amateurs de destinations exotiques. En effet, depuis 1971, la ligne aérienne Lufthansa propose des vols directs vers Maurice. À la fin du segment, une option de divertissement de luxe est présentée aux touristes potentiels. Le casino, qui prétend avoir une caractéristique unique au monde, des croupières féminines, mises en avant non seulement dans ce reportage, mais dans toutes les publications de marketing du pays de l'époque. Avec Kurt Jürgens, Maurice s'est présenté comme une destination de rêve pour les hommes un peu âgés qui sont choyés et comblés par les beautés locales. Mais les femmes ne sont pas négligées non plus. Gaëtan Duval s'investit personnellement dans cette perspective. Sur cet extrait, sa personne attire toute l'attention grâce à la couleur de ses vêtements et la dynamique de sa posture, courtisant Simone Jürgens avec une danse siga sur la plage. Le Mauricien séduisant, rayonnant, fait rêver les Allemandes.
Terminons avec une réflexion sur les imbrications entre culture populaire, politique et économique. Les campagnes touristiques de Sir Gaëtan Duval avaient aussi pour objectif de dire au monde occidental « Nous aussi, nous faisons partie de votre monde, nous sommes des partenaires ». Dans cette perspective, l'image qu'il cherchait à projeter était celle de la modernité, du luxe, de la jet-set et du showbiz, plutôt que celle d'un paradis préservé, d'une nature sauvage et non corrompue, associée à un regard colonialiste et civilisateur. Il s'agissait ici plutôt d'une réaction contre le regard colonial sur Maurice, tout en jouant avec ses sous-entendus. Que Maurice fasse partie intégrante du monde moderne et capitaliste, un paradis de la jet-set, un paradis moderne. La promotion touristique, souvent reléguée à la sphère populaire dite apolitique, était en réalité une affaire politique cruciale à l'époque de l'indépendance. C'est un Mauricien qui jette les bases du destination branding de l'île Maurice, bien avant que les tour operators internationaux entrent en jeu. Notre contribution s'inscrit donc aussi dans le débat autour de la agency, c'est-à-dire la prise de pouvoir postcoloniale par d'anciennes colonies. Notre but était de démontrer comment la promotion touristique peut être un outil puissant pour les anciennes colonies pour façonner leur identité, renforcer leur position sur la scène mondiale et s'engager activement dans le monde globalisé, tout en établissant des partenariats significatifs avec l'Occident. Pour boucler la boucle, revenons à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a été à l'origine à la fois des premiers grands investisseurs et de la plupart des touristes au début des années 70. Des investisseurs sud-africains ont financé le casino ainsi que les premiers hôtels de luxe, comme le Saint-Géron. Il n'est donc pas surprenant que Maurice, contrairement au plus grand nombre des États africains postcoloniaux, ait omis de mentionner la question de l'apartheid dans ses relations bilatérales. Le résultat ambivalent et déroutant de ce pragmatisme économique s'affiche aussi dans les cultures populaires. Par exemple, sur cette photo de 1976, où Duval pose avec une Miss South Africa hyper blonde et le musicien mauricien le plus populaire de l'époque, Petit Frère, qu'on connaît déjà grâce à Géraldine. Et en bas à droite, une autre preuve que la stratégie Duval a fonctionné parce que Miss South Africa de l'époque vit aujourd'hui à l'île Maurice.